Et voilà les amis, nous allons régler comme d'habitude, comme c'est la tradition, l'autofocus qui va autofoquer plus bouger. Et puis je vous rappelle, cette émission en direct et en différé du grenier est réalisée sans trucage, sans montage. Et oui, rien que pour vous. Et on va parler de sa baisse, hein, puisque la semaine dernière, coucou les copains. Coucou les amis, salut, je vous retrouve avec plaisir. Là, il y a 15 jours, lors de la dernière vidéo intitulée « Pourquoi tout monte et les arbres peuvent grimper jusqu'au ciel », eh bien, nous allons parler 15 jours après de pourquoi tout baisse et pourquoi les arbres ne vont pas grimper jusqu'au ciel tout de suite et immédiatement. Donc vous avez bien compris que évidemment, ça montait, donc on va faire évidemment un parallèle avec la semaine dernière parce que c'est super intéressant de regarder pourquoi on est dans une grande tendance haussière. Mais pourquoi dans cette grande tendance haussière, eh bien on a évidemment des moments de correction, des moments de baisse plus ou moins importants, mais ça ne change rien à la grande tendance haussière de fond. Donc d'un côté, les arbres montent jusqu'au ciel, mais enfin, de temps en temps, il y a des saisons, et à l'automne, les arbres pètent leurs feuilles, quand bien même ils grandissent et seront encore plus beaux l'été suivant. C'est un petit peu l'analogie, si vous voulez, qu'on peut faire pour expliquer ces grandes tendances haussières avec, à l'intérieur, des grands mouvements de baisse, évidemment. Donc, prévision, et je vais vous faire quelques petites prévisions. Pourquoi tout baisse? Alors évidemment, l'art de la prévision, c'est une prévision, donc c'est pas la vérité absolue, incontestable, non, c'est des pistes de réflexion. Et puis, ce sont des prévisions dans le sens où on se mouille un petit peu, où je me mouille un petit peu pour vous, mais globalement, voilà, ça n'a pas plus d'enjeu que ça. Gardez-les dans un coin de votre tête. C'est intéressant. Les prévisions, ça bouge en fonction de ce qui se passe. Il n'y a jamais rien de figé, si vous voulez. Nous sommes dans un monde, toujours pour rester dans l'analogie avec les arbres, c'est ce qu'on appelle les arbres des possibles. Donc, en fonction de vos décisions et des choix que vous allez faire et que vous allez prendre, eh bien, si vous prenez cette branche-là, c'est pas la même chose que si vous prenez cette branche-là. Et j'évite la branche zémourienne, n'est-ce pas, qui est le doigt central. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'est pas la même chose. Vous voyez. Donc évidemment, votre avenir ou notre avenir, si on prend cette décision-là, ce ne sera pas la même que si on prend cette décision-là. Et puis à ce moment-là, on fait de nouvelles prévisions et on réajuste en fonction de ce qui s'est passé et des choix qui ont été faits. Si vous faites aujourd'hui des prévisions avec des taux d'intérêt qui sont bas en anticipant des taux d'intérêt qui vont rester bas et que demain on met les taux d'intérêt à 10%, évidemment vos prévisions ne peuvent pas tenir. Donc vous allez devoir les revoir, les refaire. Donc c'est parfaitement logique que de réaxer vos prévisions en fonction de ce qu'il se passe. Alors, la semaine dernière, il y a 15 jours, j'essayais de vous démontrer que tout pouvait toujours monter et monter jusqu'au ciel. Montrer que quand l'inflation est là, tout peut monter, monter encore. Et l'inflation, elle est là. Et que, en fait, c'est pas l'éternelle appréciation des actifs, c'est pas lié au fait que les actifs montent en eux-mêmes, c'est évidemment lié à la dévalorisation du pouvoir d'achat de votre monnaie. L'inflation en est à ses débuts pour le moment et nous vivons actuellement une correction en raison du variant Omicron et je m'en vais tenter de vous expliciter un petit peu tout ça. Donc regardez, il y a 15 jours, c'était ce que je vous montrais. Donc là, on est de 2003 à 2021. Donc on est sur un horizon de temps de quasiment 20 ans. Donc vous voyez cette grande tendance haussière sur 20 ans. D'accord? La tendance haussière sur 20 ans. Ici, on est à 35 500 points. Et puis, là, tout baisse. Mais j'ai changé. Regardez, là, on est à 34 500 points. On a perdu 1000 points. Si je vous montre 1000 points, ce que ça fait ici. D'accord? Donc, autant vous dire, comme la petite bougie rouge, là, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais enfin, c'est comme si ça baissait jusqu'au niveau de mon doigt, là. C'est-à-dire que cette baisse sur le long terme, aujourd'hui, elle est insignifiante. Mais si on la regarde sur un horizon de temps qui est beaucoup plus court, là on est sur un an, d'accord, on est sur 12 mois, là elle semble un peu plus significative. Mais vous voyez bien qu'au cours de l'année, on a déjà eu des mouvements relativement significatifs de correction. Alors évidemment, là ce mouvement de correction, il semble un petit peu plus important. Donc le Dow Jones, il baisse. 15 jours ça montait, aujourd'hui ça baisse. Le Nasdaq, c'est pareil, regardez, on était à 16 500 points, et là on est à 15 600 points. Pareil, je vous rappelle, on n'est pas sur le même horizon de temps. Là, on est sur 20 ans. Là, on est sur un an. Donc, on a perdu 1000 points. Donc, en gros, on serait là. D'accord? Donc, autant dire, pareil,
c'est insignifiant sur la grande tendance de long terme. Insignifiant au stade où nous en sommes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 15 jours, on ne se reparle pas, on n'a pas perdu 30%, et ça se trouve, c'est la catastrophe et c'est presque la fin du monde. Je plaisante, non, c'est la fin du monde, mais enfin, vous voyez l'idée. Pour le DAX, c'est pareil, il montait, il baisse. Le blé, il montait, il baisse. D'accord? Bon, vous noterez que lui, par contre, il se redresse déjà. Et oui, parce que le blé, c'est une matière réelle, c'est une matière tangible, et vous pouvez spéculer sur le blé autant que vous voulez. Les gens, eux, ils ont envie de manger. Donc, de toute façon, il y a un moment donné, vous avez forcément une demande, donc ça fait une force de rappel importante. À noter également ici, si vous tiriez une ligne droite, vous auriez ce qu'on appelle là un support, une résistance très forte sur les cours du blé, et ce rebond n'a rien au hasard, ne doit rien au hasard, puisque le rebond se fait sur cette ligne de support, sur cette résistance, et donc c'est plutôt bon signe pour les cours du blé. À bon entendeur et pour nos amis agriculteurs, salut. L'or, il y a 15 jours, il montait, hein, vous voyez, bon, donc pareil, là on est sur un horizon de temps 98 à 2021, donc on est sur plus de 20 ans, on est sur 23 ans, vous voyez bien évidemment cette tendance haussière, et puis là, il baisse, hein, donc vous voyez pareil sur 12 mois et sur l'année, bon, vous avez des mouvements qui sont erratiques, là c'est pas la plus grosse baisse de l'or de l'année, regardez, de là à là, on a une baisse en mars dernier qui était beaucoup plus forte. En mars 2021, on a eu une baisse beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Là, pareil, avec l'or qui aurait plutôt tendance à se reprendre un peu. Le gaz, il y a 15 jours, vous savez quoi? Il montait. Hein, je vous en avais parlé. Et vous savez quoi? Il paf le gaz. Voilà, c'est comme l'histoire de paf le chien. C'est paf le gaz, et là la baisse elle est significative. De la même manière, elle est significative sur paf le pétrole. Regardez, on passe de 85 $ à 66 $, on perd quasiment 20 $. Alors là par contre c'est une baisse qui est très importante, en pourcentage c'est très 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 significatif. Là c'est loin d'être anodin, hein. On est à quasiment 30% de baisse. Le Bitcoin aussi, il baisse. Regardez, vente panique incompréhensible sur le Bitcoin qui plonge sous les 51 000 $. Crack de Bitcoin sous les 45 000 $, bain de sang, oui, parce qu'en fait, il baisse encore. Et là, regardez, on était à 41 620 $ au moment où j'ai fait cette capture d'écran. Ça, c'est les articles. Et puis, crack des cryptos, le Bitcoin chute de 9 000 $ en une heure pour atteindre les 42 000 $. Ce qui est intéressant, c'est vent de panique incompréhensible sur le Bitcoin. Pourquoi? Comment? Personne n'a compris. C'est assez logique. Alors les cryptomaniaques et les crypto-croyants vont se jeter sur moi en disant « Vous comprenez rien du tout à la beauté de la chose ». Je comprends, surtout que personne ne comprend les mouvements du Bitcoin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fondamentaux économiques qui s'appliquent à ce crypto-asset, hein, plutôt qu'une crypto-monnaie, un actif crypto. Hein, donc un crypto-actif, c'est pas une monnaie le Bitcoin. Voilà, contrairement à ce que les gens pourraient croire, c'est pas une monnaie. Ça répond pas à un fonctionnement d'une monnaie. Il n'y a pas de fondamentaux économiques, de taux d'intérêt qui s'appliquent sur le Bitcoin. Donc vous avez des mouvements qui sont purement spéculatifs, de croyances, et donc ça donne ça. C'est-à-dire que tout d'un coup ça plonge. Pourquoi? Comment? Strictement aucune idée et il n'y a aucune explication rationnelle à ce mouvement. Donc le Bitcoin baisse aussi, prise de bénéfices, on le saura plus tard, hein, on verra ce qui s'est passé, mais en tout cas il n'y a aucune explication. Certaines actions baissent aussi, alors là je vous ai montré tout à l'heure les indices, vous avez des actions qui baissent encore plus, par exemple ici Accor, et Accor c'est quoi? On passe de 34 € à 26 € l'action, avec un point bas à 26, bon là on est sur l'hôtellerie, et l'hôtellerie, le tourisme, ça a perdu 2000 milliards de dollars, 2000 milliards de dollars, c'est quasiment, pour vous donner un ordre de grandeur et de comparaison, c'est quasiment le PIB de la France, d'accord? Donc les pertes pour le secteur du tourisme au sens large au niveau de la planète, c'est 2000 milliards de dollars en 2020, 2000 milliards de dollars en 2021. Les pertes sont très proches, le tourisme n'a pas repris. Hein, vous avez beau croire qu'en France il y a du tourisme, etc. Oui, mais c'est beaucoup de tourisme franco-français. Hein, mais le tourisme international n'a pas du tout repris depuis la pandémie et les vols d'avion n'ont pas non plus repris. Donc vous êtes dans une situation qui est très compliquée pour les actions qui sont évidemment liées
au tourisme. Là, vous avez Airbus. Bon, bah, Airbus, vous voyez bien, on passe de 117 euros à 98 euros l'action. On perd quasiment 20% sur Airbus en quelques jours. Pourquoi? Bah, parce que Airbus, tourisme, aviation, avion, low cost, etc. Donc il faut plein de petits avions pour faire voler tous les petits touristes. Mais quand il n'y a pas de petits touristes, bah, il n'y a pas besoin de petits avions pour faire voler les petits touristes qui ne peuvent pas voler puisque les frontières sont fermées, le variant, le machin, le truc, etc. Donc du coup, bah, évidemment, on a une baisse importante sur les marchés financiers et donc des actions qui sont évidemment beaucoup plus touchées que d'autres. Donc tout ça est extrêmement logique et ce que je cherche à vous montrer, c'est justement la logique dans les baisses que nous avons aujourd'hui. Tout baisse, sauf les obligations d'État qui sont pourtant des États en faillite, mais ils ont évidemment la planche à billets. Regardez, c'était les obligations il y a 15 jours, le graphique que je vous avais mis, mais vous pouvez revoir la vidéo Les arbres montent jusqu'au ciel. Et donc là, on était à 161,69 en termes d'indice, donc 161,69. Et regardez là, je vous ai les zoomés, mais là on voit mieux le mouvement de hausse, et on est à 164,19. Donc vous voyez, les obligations américaines ont plutôt tendance à monter alors que tout baisse. C'est quasiment le seul actif qui monte. Ah oui, pourquoi? Là vous avez, je vous l'avais mis, c'est ce qu'on appelle le fly to quality, donc c'est le vol vers la qualité, ou autrement, ou pour vous le dire autrement et vous le traduire le possible en français, c'est aller vers les valeurs refuges. D'accord? Donc on considère il n'y a qu'un seul marché, par sa profondeur, par sa taille, si vous voulez, qui est capable de recueillir des milliers de milliards, c'est le marché des dettes d'État. D'accord? Donc il n'y a que les dettes d'État qui sont capables, un marché qui est suffisant pour accueillir beaucoup d'argent qui viendrait de la bourse, par exemple. Pareil, la capitalisation boursière du monde entier, ce sont des dizaines de milliards de dollars. Donc vous imaginez bien que quand vous avez, je vous dis n'importe quoi moi, 3000 tonnes d'or disponibles chaque année sur les marchés, vous imaginez si vous avez 50 000 milliards de dollars qui viennent s'investir sur 3000 tonnes d'or, vous n'avez pas ce qu'on appelle un marché suffisamment profond, suffisamment important pour absorber des liquidités considérables. Seul le marché des obligations d'État souveraines, et en particulier le marché des obligations américaines, qui est un pays surendetté, est capable d'absorber cet afflux de liquidités. Et les investisseurs considèrent que les obligations américaines, que les États-Unis d'Amérique, qui ont la plus grosse flotte de porte-avions en attendant qu'ils soient dépassés par la Chine, ne peut pas être en faillite. C'est pas tout à fait faux, puisqu'ils ont une planche à billets. Donc ils peuvent dévaloriser le dollar autant qu'ils veulent, ou presque, mais en revanche, il y a peu de raisons que les États-Unis d'Amérique fassent faillite. Donc, quand on veut se réfugier quelque part, quand il y a les actions qui baissent, eh bien, il y a une rotation d'actifs, on passe des actions à la classe d'actifs obligataires, et c'est ce que vous voyez là. Pourquoi tout baisse maintenant ? Je vous fais également un petit zoom sur cette info de Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, et il vient de déclarer « l'inflation n'est plus transitoire ». Alors nous on le savait, vous qui écoutez ce grenier de l'écho, vous saviez ce qu'avaient prévu les poules, Necha et mes super consultants et conseillers en économie, et notamment mes poules de cristal, mais voilà, l'inflation n'est plus transitoire. Si elle est plus transitoire, ça veut dire qu'elle va être durable. Si elle va être durable, il va falloir monter les taux d'intérêt. Si on monte les taux d'intérêt, bah évidemment, on n'a plus intérêt à garder des actions, on va plutôt se mettre sur les obligations. Mais si les marchés anticipaient véritablement une hausse des taux, les obligations baisseraient. D'accord ? Pourquoi les obligations baisseraient ? Parce que les obligations que vous achetez aujourd'hui, vous les achetez avec des taux d'intérêt actuels, d'aujourd'hui. On va dire à 0, enfin 0, allez, vous achetez une obligation à 1,5%. Si cette obligation elle rapporte 1,5% aujourd'hui, mais que celle de demain rapporte 2% ou 3%, vous voyez bien que vous n'avez pas intérêt à acheter une obligation d'aujourd'hui à 1,5%, mais à attendre la nouvelle à 2% ou à 3%. Et donc, pour que tout ça soit équivalent, toutes choses égales par ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, le marché, il va, quand les taux d'intérêt montent pour les futures obligations, eh bien, il fait baisser la valeur des obligations déjà émises. Et c'est dans la version la plus forte, quand les taux d'intérêt montent beaucoup, eh bien, les anciennes obligations baissent beaucoup, et c'est ce qu'on va appeler un crack obligataire, tout simplement pour se réajuster par rapport
au rendement nouveau. Donc vous allez acheter les obligations anciennes moins chères pour que la décote en capital plus le taux d'intérêt plus faible de ces obligations-là soit égal au capital plus élevé et au taux d'intérêt plus élevé des obligations émises actuellement. Donc le capital des anciennes obligations, le nominal, c'est ce qu'on appelle le nominal, va baisser jusqu'à ce que ce soit équivalent en fait, à quelques pouillèmes près. Et donc ça fait un krach obligataire. Si les marchés anticipaient une hausse des taux d'intérêt, les obligations ne monteraient pas ici, elles baisseraient. Donc c'est pas ça que les marchés anticipent. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la baisse des taux, c'est la baisse du marché action, la baisse des actifs actuels, c'est pas la faute à la remontée des totaux. Donc c'est pas la faute à Toto. Blague d'économiste. C'est la faute au variant méchant. Et le variant méchant, c'est qui? C'est Omicron. Alors, est-ce qu'Omicron va être méchant, pas méchant? J'en sais rien en fait. Et puis, c'est pas l'objet de cette vidéo. Et je ne suis pas là non plus pour dire vaccinez-vous, vaccinez pas, etc. Ce n'est pas le sujet. On se place d'un point de vue purement analytique pour essayer de faire des prévisions, pour essayer de comprendre ce qu'il pourrait se passer dans les semaines qui viennent. Si les vaccins, d'accord, je sais pas, encore une fois, là je suis pas là pour trancher les débats, je donne dans ma lettre stratégie mon opinion, mon avis à mes lecteurs, voilà, de manière pas confidentielle, mais en tout cas pour les lecteurs et sur abonnement. Pour le reste, vous devez comprendre que je me place toujours dans une situation qui est un point de vue analytique. Donc on fait des hypothèses, et on étudie les différentes hypothèses. Et après, on peut trancher en fonction d'un certain nombre d'éléments l'hypothèse la plus probable. Si les vaccins fonctionnent peu ou mal sur les nouveaux variants ou sur le nouveau variant de type Omicron, ça veut dire qu'on est reparti pour un tour de manège et on est reparti comme en 40. On est reparti comme en 40, ça veut dire quoi? Ça veut dire confinement, restrictions, perturbations pour le tourisme, 2000 milliards de dollars de pertes annuelles, etc., etc. Ça veut dire des usines fermées, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, ça veut dire des pénuries, etc., etc. Ça veut dire de l'inflation parce que nécessité de continuer les politiques monétaires actuelles qui sont hyper inflationnistes, où c'est le quoi qu'il en coûte, on imprime, on fait du déficit, on monétise, etc., etc. D'accord? Ça, c'est si les vaccins fonctionnent quasiment pas, peu ou mal. Voilà. Voire qu'il faut peut-être même en faire un nouveau vaccin, etc., parce que ça ne marche pas sur la nouvelle source, sur le nouveau variant, et donc comme il faut refaire tout un vaccin, il faut à la fois reproduire, retester même si on fait ça vite, et puis reproduire, et puis repiquer tout le monde, redéployer, etc. Donc on reprend un an au moins dans la vue entre le moment où on mettra le truc au point, le moment où tout le monde sera piqué, ou le moment éventuellement pour voir que ça marche, et qu'entre-temps ça aura remuté sur un truc qui ne fonctionne pas. Donc les bonnes questions que se pose le marché, c'est quoi? C'est, on va tenter d'apprécier, de comprendre quels sont les risques de perturbation, les risques économiques, les impacts, et faire le tri entre ce qui va être durable ou temporaire. Et ça, c'est super compliqué. Et donc, c'est ce qui va faire que vous allez, et ça c'est à peu près une certitude, à court terme, avoir une période de forte volatilité. On va monter, on va baisser au gré des nouvelles, au gré des inquiétudes, au gré des informations qui sont disponibles, pas disponibles. Le PDG de Moderna dit la semaine dernière, alors je ne sais plus quel était le jour, mais imaginons, le PDG de Moderna dit mardi dernier, oui, mon vaccin ne marche pas du tout sur le nouveau variant. Oh, boum, les marchés baissent, ils perdent 2-3% dans la journée. Le lendemain, vous avez le patron de Pfizer, ah mais moi le mien, il est efficace à 99% sur le nouveau variant, donc pas de problème. Et les marchés, ils repartent, et puis ils rebaissent, et puis bon voilà. Donc ils vont comme ça réagir et s'ajuster pour essayer de trouver les bonnes valorisations en fonction du flux d'informations et donc des analyses qu'ils peuvent faire des informations à la disposition. Le variant échappe-t-il au vaccin? Est-il méchant ou un variant gentil? Ne serait-il pas un bon moyen de vacciner toute la population naturellement? Ça, c'est une question que vont se poser les marchés. Alors, à défaut que les journalistes se posent la question, les investisseurs et les financiers, eux, ils vont poser la question. Et puis, comme il y a des milliards de dollars en jeu qui ne sont pas que sur Big Pharma, je peux vous assurer que ça va avoir du poids aussi comme question. Les perturbations vont être aussi importantes que celles du type d'un confinement 2020. Les banques centrales vont-elles annuler le tapering, c'est-à-dire le fait de diminuer les injections de liquidités, les rachats d'actifs, etc., etc., ou retourner à une politique massive de soutien du type quoi qu'il en coûte? C'est hyper important, ce sont des vraies questions. Quelques pistes de réponse.
Alors on est en 2022, on n'est pas en 2020, ça va être compliqué, et j'espère qu'on ne va pas faire en 2022 exactement ce qu'on a fait en 2020. On a appris, on s'est mieux soigné, on s'est mieux traité. Beaucoup des gens qui sont décédés à la première vague, par définition, ne pourront pas décéder à la 5e vague. Donc vous avez quand même une notion d'immunité petit à petit qui se fait au sein de la population. Les plus fragiles sont déjà partis, hélas. Donc aujourd'hui, il reste finalement beaucoup plus de gens résistants, de gens qui ont été évidemment confrontés au virus. Donc, si vous voulez, on peut imaginer qu'au fur et à mesure des vagues, elles seront évidemment de moins en moins mortelles, puisque vous êtes quasiment par définition dans un processus darwinien. Le processus darwinien étant extrêmement dur, hein, c'est que les faibles meurent et les costauds résistent. Et il n'y a rien de plus injuste que les processus darwiniens. Il n'y a aucune justice là-dedans, c'est comme ça. Des gens meurent, des gens survivent. C'est souvent pas expliqué et c'est ainsi depuis la nuit des temps. Simplement, ces dernières décennies, on a oublié à quel point nous étions mortels et qu'un jour, il nous faudra mourir. Le variant Omicron semble échapper au vaccin, mais semble plus bénin pour le moment. Ça, encore une fois, c'est l'analyse des marchés. Si les marchés pensaient que le variant Omicron était extrêmement mortel, on aurait déjà perdu 20 ou 30% dans les 10 derniers jours, dans les 15 derniers jours. Donc, ça pourrait même être presque interprété comme une bonne nouvelle. Imaginez un variant extrêmement bénin, qui finalement n'est jamais rien qu'un gros rhume, ou même pas une mauvaise grippe. Je rappelle que la grippe, c'est 15 000 morts chaque année. Donc effectivement, imaginons que ce nouveau variant soit très peu létal. Est-ce que c'est pas au contraire l'occasion de le laisser passer, de le laisser se diffuser dans la population mondiale? C'est ça aussi des questions qui devront être posées. C'est pas à moi d'y répondre scientifiquement et techniquement, mais en tout cas, c'est une piste, c'est forcément une piste qui sera étudiée. Le SRAS-CoV-2 mute tous les 15 jours d'une façon biologiquement significative. La vaccination comme seule politique est sans doute illusoire, et donc les confinements aussi. Et d'ailleurs, on a bien vu, il y a des cas en Australie, pourtant en Australie, je peux vous assurer que c'est le Covid-0, zéro Covid, etc. Ils ont même des camps pour mettre les gens qui arrivent à l'isolement, enfin bon. Donc si vous voulez, ils vont extrêmement loin dans la répression autour du Covid, et pourtant le variant Omicron est déjà arrivé en Australie, donc ça va être compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir sans doute apprendre à vivre avec le virus. On aurait pu l'éradiquer dès le départ si tous les compartiments étanches avaient peut-être été fermés extrêmement rapidement, mais à partir du moment où le virus s'est déployé dans le monde entier, qu'il a des réservoirs de mutation dans le monde entier, on parle des réservoirs de mutation des non-vaccinés, mais ça, c'est l'écume des choses. Pour le coronavirus, et pour les coronavirus, des réservoirs en fait humains ou animaux, s'il y en a plein. Donc voilà, faudrait vacciner tous les animaux, faudrait se séparer de tous les animaux, faudrait faire paf le chien, au chat, au vison, à tous les animaux qui peuvent transporter les coronavirus, y compris l'humain. Donc si vous voulez, tout ça est complètement illusoire en réalité. Donc le zéro Covid, c'est raté. Le tout vaccinal, ça marche pas plus, puisque on voit que sur les vaccins actuels, eh bien, vaccinés ou non vaccinés, on peut continuer évidemment à transmettre et à faire circuler le virus. Donc on va avoir quoi? On va avoir une hausse de la volatilité, et ça, il ne faut pas être grand voyant pour le prévoir. On va avoir une hausse de la volatilité le temps qu'on établisse la nouvelle stratégie mondiale autour de la lutte contre le virus et ses variants. Et évidemment, il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule, et ça finira par s'imposer, parce que la réalité est comme ça, la réalité elle s'impose. On peut fantasmer un tout vaccinal, si ça marche tant mieux, mais si ça marche pas, ça marche pas. Hein. Donc à un moment donné, se retrouver avec plus de contamination aujourd'hui à la 5e vague, 2 ans après, quasiment qu'à la 2e vague, et il y a 2 ans, enfin en novembre 2020, on avait la même chose. Bon, c'est quand même assez ahurissant d'avoir autant de cas d'infection et de contamination 2 ans après. Donc on a l'impression évidemment d'en être au point zéro. Donc il y a des pistes de réponse, hein, toujours avec une vaccination plus ciblée sur les populations dites à risque, et la fin du tout vaccinal qui ne fonctionne pas, jusqu'à ce que peut-être on trouve une formule qui fonctionne beaucoup mieux. La fin des stratégies sans doute zéro Covid, hein, du type de ce qu'on a en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et on voit que ça fonctionne pas non plus, et que malgré tous les efforts de ces pays-là, eh bien voilà, ça coûte extrêmement cher.
en termes de liberté publique, en termes économiques. Bon, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, donc on va se poser la question aussi par rapport à des maladies, et une maladie qui n'a pas aujourd'hui une létalité affreuse. On n'est ni dans la peste noire, ni dans Ebola, donc il va falloir évidemment se poser ces questions. L'arrivée de traitements et la nécessité de soigner. Je rappelle qu'aujourd'hui, même une personne au schéma vaccinal complet, donc un bon élève, quelqu'un qui a fait tout bien comme on le lui demandait, il n'est même pas soigné avec autre chose que du Doliprane. Bon, je rappelle juste que donner un antibiotique pour éviter une surinfection bactérienne ou tout type de surinfection, c'est pas forcément une mauvaise idée. Donner du zinc, de la vitamine C, D, enfin voilà, à défaut de changer complètement le pronostic, peut-être que ça peut être des soins d'accompagnement qui sont peut-être plus pertinents que de ne rien faire. Bon, on peut se poser aussi la question d'isoler ou de ne pas isoler aujourd'hui les cas contacts d'un variant Delta, continuer à aller travailler jusqu'à ce qu'ils soient éventuellement déclarés positifs, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Et donc pendant ce temps-là, ils peuvent évidemment infecter d'autres personnes, donc on favorise également évidemment l'épidémie. Apprendre à vivre avec le virus, avec les masques, avec les lavages de mains, à développer le télétravail peut-être encore plus quand il y a des pics épidémiques, ou un mauvais variant, comme on a de temps en temps, certaines années, de très mauvaises grippes avec une nouvelle souche qui est plus virulente. Mais il va falloir évidemment apprendre à vivre avec ce virus, parce qu'on ne va sans doute pas pouvoir vivre éternellement, et l'économie ne va pas pouvoir supporter éternellement ce que l'on supporte depuis 2 ans, qui est qui est extrêmement violent et extrêmement perturbant. Et démocratiquement, socialement parlant, et évidemment aussi économiquement parlant, plus 500 à 600 milliards d'euros de dettes pour un pays comme la France, va bien falloir les payer, donc à un moment donné, va bien falloir recommencer à vivre plus normalement. Il faudra donc un peu de temps au marché pour qu'il puisse valoriser à son juste niveau cette nouvelle donne qui n'est pas encore définie aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. L'économie et la vie ne doivent plus être bloquées. Je pense que ça va être une vraie thématique. L'économie et la vie et l'économie. L'économie, c'est aussi la vie, et la vie, ça s'exprime à travers évidemment une économie. Eh ben, il ne faut pas bloquer la vie. Voilà, ça suffit. Il faut reprendre la vie, il faut reprendre un petit peu de joie, de bonheur de vivre. On ne peut pas être en reclus comme ça en permanence. Et donc, à un moment donné, écoutez, il faut affronter les choses telles qu'elles sont. Et parfois, elles sont dures, parfois, elles sont injustes, mais à un moment donné, voilà, on n'est pas, encore une fois, confronté à Ebola. Une phase de correction est donc fortement probable, et elle devrait évidemment continuer encore quelques jours, mais sans crack comme en mars 2020, puisque là, c'est pas l'économie mondiale qui s'arrête, avec plutôt une baisse de 10 à 20%, donc les 10% on y est presque. Je pense qu'on peut aller sur une correction de 20% grand maximum dans l'état actuel des choses, et ça c'est aujourd'hui mon scénario central. Ça peut être un excellent point d'entrée pour rentrer sur les marchés, et ça ne devrait pas tellement baisser plus, sauf tout d'un coup, on se rend compte que c'est extrêmement nocif, que le nouveau variant est en fait extrêmement dangereux, et qu'on a des milliers de morts. Et donc là, effectivement, on repartirait dans un scénario plus à la mars 2020 avec des confinements très stricts, très durs. On peut plutôt imaginer des couvre-feux pour les fêtes de Noël, ou des restrictions sur les réunions de famille, ou ce genre de choses pour nous aider à passer la 5e vague, mais il est peu probable qu'on ait un confinement généralisé mondial qui entraînerait un effondrement des marchés, des bourses et des profits. Voilà ce que je voulais vous dire et partager avec vous comme piste de réflexion sur la situation actuelle. La tendance de fond reste profondément haussière et inflationniste. Ces nouvelles perturbations nécessiteront de toute façon des actions monétaires qui seront profondément inflationnistes. Donc tout va continuer à grimper jusqu'au ciel, et il n'empêche pas que au sein de l'accroissement et de tous ces arbres qui grandissent et pour monter jusqu'au ciel, eh bien, il y a certaines saisons où ils perdent leurs feuilles avant de les retrouver encore plus belles et plus majestueuses. À la saison d'après, eh bien, c'est l'hiver, on perd nos feuilles sur nos arbres, mais rien de bien méchant pour le moment. Merci pour votre attention.
Merci pour votre gentillesse, merci pour votre présence et votre fidélité. Un gros pouce bleu pour ceux qui en ont envie. Partagez cette vidéo, faites la pub et la promo du Grenier de l'Écho autour de vous. Vous pouvez me rejoindre également sur le site insolentiae.com pour une lettre d'information quotidienne gratuite. Et puis vous pouvez soutenir et le site et la chaîne avec un abonnement insolentiae/boutique à la lettre stratégie. Voilà les amis, passez une bonne semaine, prenez grand soin de vous, soyez prudents. Et puis je vous retrouve normalement dimanche prochain. Merci, à bientôt. Salut les amis.